Ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est tout un travail de recherche que j'ai mené avec des collègues du LAT, du laboratoire de l'École des Ponts, et notamment Jean-Pierre Lévy et Alexis Bourgeois. Donc c'est quelques résultats de projets de recherche ANR. Donc un travail qui a démarré en 2009 et qui a vu sa fin il y a un an, et donc c'est concrétisé sur une publication. On a travaillé, nous, sur les comportements énergétiques des ménages. On a construit un modèle et on a voulu tester ce modèle sur un territoire. Mais avant d'en arriver là, je voulais juste contextualiser et expliquer pourquoi on a voulu créer un modèle de comportement et qu'est-ce que cela signifie de spatialiser un modèle de comportement énergétique. Donc pour rappel, là c'est quelque chose que nous connaissons tous, mais ça me servait comme tremplin, voilà, pour lancer la présentation plus détaillée de notre projet. Évidemment, on s'inscrit dans un contexte qu'on pourrait appeler du développement durable à la ville durable. Vous connaissez tous, j'imagine, les étapes les plus importantes de cette transition énergétique du développement durable, conférence de Rio, tous les différentes COP, etc., dont l'avant-dernière qui a eu lieu à Paris il y a 2 ans, où la notion du développement durable, c'est-à-dire l'idée de passer par une transition pour modifier nos modèles économiques, sociétaux, pour aboutir à un développement durable. Alors, la notion de développement durable, elle est très critiquée aujourd'hui, avec la notion de croissance également. Voilà, c'est pas l'objectif de la journée d'aujourd'hui de faire de regarder d'un point de vue théorique les approches de la décroissance, par exemple, mais la notion elle est critiquable. De toute façon, j'ai quand même bien voulu la poser. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de poser la notion de transition écologique, qui prône pour un développement et un renouvellement de nos façons de consommer, de produire et de travailler. De mon point de vue, il y a 2 enjeux qui sont fondamentaux dans le processus de transition et du ville durable. Le premier est d'inverser la représentation du rapport entre ville et nature. Donc, prendre de la distance vis-à-vis d'une conception qui souvent voit la ville s'opposer à la nature, alors qu'elle devrait être considérée comme un système. Donc là, c'est tous les travaux qui parlent du métabolisme urbain, qui parlent du fait que la ville, elle dépend en quelque sorte de la nature, de la campagne, de l'agriculture qui est aux alentours, et vice-versa. Donc il y a des interactions, des synergies importantes. Et un autre enjeu qui me semble fondamental à rappeler est celui, évidemment, de la transition énergétique. Alors, la transition énergétique, elle constitue l'une des composantes de la transition écologique au sens plus large. Et là, on parle bien de consommation et on fait bien le lien avec tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans un contexte de pénurie de ressources, notamment d'énergie fossile, de pétrole, l'idée c'est de trouver d'autres sources plus renouvelables d'énergie, mais également de réduire la consommation de tout ce qui existe déjà. Des bâtiments qui existent déjà, qui sont très énergivores, les bâtiments anciens, mais également tout ce qui dépend de nos comportements à nous, que ce soit l'utilisation de la voiture, que ce soit tous les équipements qu'on achète, qu'on installe dans nos maisons, etc. Il y a des objectifs qui sont fixés à niveau international. Normalement, ce fameux facteur 4 à l'horizon 2050. Donc, juste pour rappel et pour donner un contexte, j'ai voulu rappeler ici les principaux objectifs de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, telle qu'elle a été adoptée en 2015 en France. Donc, il y a des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de réduction de consommation d'énergie fossile, de réduction de consommation énergétique finale et
de production de déchets. Donc tout ça, c'est des réductions de quelque chose qu'on a aujourd'hui, qu'il faut que ça baisse. D'un autre côté, il y a quelque chose qui doit augmenter, et c'est la part des énergies renouvelables qui devrait atteindre notamment à l'horizon 2030 40% de la production de électricité. Alors, ça c'est la loi pour la croissance verte, c'est une loi à l'échelle nationale en France. Comment est-ce qu'elle se décline, comment est-ce qu'elle se traduit sur les territoires? Et se traduit à travers des outils d'aménagement. Donc par exemple, les schémas régionaux climat, air et énergie à l'échelle de la région. Alors, le SRCAE donc, est le résultat des travaux de la Grenelle 1 et 2. Et il fixe pour chaque région des objectifs à atteindre. Donc, par exemple, pour les bâtiments, tripler le rythme de réhabilitation des logements d'ici 2020. Améliorer la qualité des rénovations, mais également diffuser des bonnes pratiques en matière de sobriété énergétique. Donc ça, c'est quelque chose qui concerne les comportements. Pas simplement des aspects, je dirais plutôt techniques, de réhabilitation d'un espace bâti, mais les comportements de nous tous. Et la SRCAE, là j'ai pris l'exemple de l'Île-de-France, fixe en fait un seuil à 5% de la quantité de consommation qu'il faudrait réduire en passant par des leviers, disons, de modification de comportement. Alors, si on regarde ce qui est évoqué, il y a des outils de planification, mais on sait très bien que l'action politique, elle est lente. On l'a vu à travers les COP, à travers tous les meetings internationaux qui rassemblent les nations pour décider les stratégies. Ça avance, mais ça avance très lentement. Et ça avance beaucoup plus lentement des urgences climatiques auxquelles nous faisons face en termes de changement climatique. Donc, c'est vrai que les solutions techniques innovantes et les comportements semblent représenter les leviers d'action les plus importants, les plus directs, les plus immédiats pour réduire les consommations énergétiques. Donc d'un côté, il s'agit d'obtenir une meilleure efficacité technique. D'un autre côté, il s'agit de comprendre un peu mieux ces fameux comportements des gens et de voir comment est-ce qu'ils pourraient entrer en jeu dans une logique de transition énergétique. La prise en compte des comportements est bien ce qui nous intéresse dans le cadre des projets que j'ai évoqués au début et que je vais présenter maintenant. Donc nous, on s'inscrit bien dans cette logique de mieux comprendre les comportements de consommation des habitants et des usagers pour pouvoir prédire, pour pouvoir modéliser, pour pouvoir prendre en compte la dimension humaine dans les problématiques énergétiques. Notre approche est de dire, on ne va pas pouvoir agir que sur des aspects techniques, il faut également prendre en compte la dimension humaine. Je donne un exemple très très banal, c'est l'exemple qu'on prend toujours. Souvent, dans le cas de réhabilitation de logements ou même de construction de nouveaux bâtiments, la consommation réelle du bâtiment livré, elle est bien supérieure à la consommation attendue, selon le respect, par exemple, des réglementations thermiques. Pourquoi? Souvent, c'est à cause des usages, des pratiques, des comportements des habitants qui font que la consommation, elle est plus importante. Donc, pour nous, c'était très important de travailler sur les comportements. Et ce qu'on a essayé de faire a été de trouver une méthode pour modéliser, non pas les consommations énergétiques, parce que ça c'est déjà fait, il y a beaucoup de personnes qui travaillent là-dessus, mais de modéliser les comportements énergétiques eux-mêmes. Alors, on comprendra mieux après qu'est-ce que nous on entend
avec comportement énergétique domestique des ménages. Pour vous expliquer ce qu'on a fait, je vais présenter 2 projets de recherche. Le premier s'appelle EnergyHub, le deuxième MAPUS. Donc, c'était des projets très, très larges avec beaucoup de partenaires organisés sur plusieurs tâches. Mais nous, on verra ici que la partie que j'ai mis en encadré. Donc, les résultats d'une enquête qu'on a menée en Île-de-France sur 2000 ménages habités dans la région parisienne, en leur posant plein de questions sur leur immeuble, sur leur domicile, sur leur rapport à la résidence, sur leur comportement. La question qu'on s'est posée au départ dans ce premier projet était: quelle est la relation entre le type de logement, le type de ménage et le comportement de ce ménage? Comportement, bien évidemment, à retombée énergétique. On a mis en place un questionnaire très long qui s'articulait autour de plein de questions comme le logement, l'habitat, les usages, les équipements du logement, le confort, etc. Donc là, c'est juste un extrait de ce questionnaire qu'on a réalisé. Et donc, du coup, ce qu'on a regardé vraiment de près, c'était les caractéristiques des logements, des ménages et des usages. Pour nous, ces caractéristiques étaient intimement liées. On n'a pas voulu faire un modèle où on regardait que le logement, que les ménages, que les usages. On a essayé de faire un modèle où ces 3 éléments-là trouvaient leur place, pouvaient marcher ensemble. Donc, dans une première phase, ce qu'on a fait, on a construit des profils de ménage selon la séquence en cycle de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je m'excuse, j'ai pas traduit le graphique. Mais en gros, on a créé des profils de ménage, par exemple, personnes seules avec enfants, famille avec des enfants avec un certain âge, personnes seules âgées à la retraite. Et à partir de ces profils qu'on a trouvés, on a regardé combien est-ce qu'ils consommaient en kilowattheure par personne. Donc en gros, vous voyez pour chaque profil dans ce diagramme, vous trouvez la consommation correspondante par personne. Ça, c'est important. Normalement, la consommation, elle est exprimée en kilowattheure par mètre carré. Nous, on a pensé qu'il était très important de l'exprimer en kilowattheure par personne. Or, par exemple, vous voyez très bien, à droite, que les personnes seules, sans enfants de 60 ans et plus, ils ont une consommation par personne très importante. Comment on explique ça? Parce que normalement, ils conservent les mêmes modes de vie, les mêmes habitudes de quand ils avaient des enfants avec eux. Ils ne changent pas de logement, donc du coup leur logement est très grand. Donc, si on calculait les consommations par mètre carré, on aurait des consommations raisonnables. Mais quand on calcule les consommations par personne, on comprend qu'ils consomment vraiment beaucoup. Donc c'est l'aspect qu'on voulait regarder. Ça nous fait comprendre comment est-ce que les profils de ménage, les modes de vie familiaux, être en couple, avoir des enfants, être seul, ça a un impact sur la consommation énergétique. Donc pour ça pour nous c'était un premier point. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Alors on ne va pas trop détailler, il y a des aspects très techniques. Moi, ce qui m'intéresse de faire passer comme message, et que ce qu'on a essayé de faire, a été de construire des indicateurs de mode de vie énergétique. Là, vous en voyez 3. Le comportement de régulation énergétique, la possession de gros équipements et l'intensité d'usage. Donc en gros, on a regardé qu'est-ce que les gens faisaient dans leur maison en termes de régulation. Est-ce qu'ils chauffaient? À quelle température ils chauffaient? Est-ce qu'ils coupaient le chauffage quand il aérait? Est-ce qu'ils chauffaient les pièces non chauffées? Les pièces non occupées. Donc tout ça, on a construit un indicateur qu'on a exprimé sous forme de fort et faible,
selon que les ménages voilà, aient justement un fort comportement de régulation ou un faible comportement de régulation. Après, on a regardé la possession des équipements. Donc, en gros, combien d'équipements il y avait dans ces logements, sachant qu'évidemment, tout équipement consomme. Donc, on a sommé tous les équipements présents et à nouveau, on a construit un fort et un faible taux d'équipement. Et après, on a regardé aussi l'intensité d'usage. Ces équipements-là, est-ce que les ménages, ils les utilisent tous les jours, plusieurs fois par semaine, une seule fois par semaine, etc. Et à nouveau, on a construit un indicateur faible ou fort intensité d'usage. Alors ça, c'était le résultat du premier projet. Dans le cadre d'un deuxième projet, MAPUS, qui était quelque chose de très très large avec d'autres laboratoires qui travaillaient sur le climat, sur la morphologie urbaine. Là, je vous ai mis un peu l'ensemble des partenaires, mais je ne vais pas détailler. Donc, dans le cadre de ce projet, on a prolongé les travaux précédents et ce qu'on voulait était de modéliser les comportements énergétiques à travers des approches statistiques, c'est-à-dire avancer avec notre modèle qu'on avait construit, et surtout, le dernier point, essayer de spatialiser les résultats. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé sur l'enquête nationale du logement du 2013, c'est l'image qui est à droite, et on a regardé quelles étaient les consommations. On a construit une courbe de consommation électrique. Et après, on a regardé nos indicateurs, donc les indicateurs que je vous ai présentés auparavant. Donc, taux d'équipement, intensité d'usage, c'est ce que vous voyez représenté dans le graphique à gauche. Et on a bien vu que le taux d'équipement et l'intensité d'usage, donc nos indicateurs que nous on avait construits, ils collaient très bien aux courbes de consommation. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez par exemple la courbe rose. Ça veut dire que quelqu'un qui était très peu équipé et qui avait une intensité d'usage basse, est consommé beaucoup moins de quelqu'un qui avait un taux d'équipement élevé et une intensité d'usage haut, c'est-à-dire la courbe violette. Donc en gros, ça nous a conforté, ça veut dire que les indicateurs de comportement que nous on a construits, ils sont effectivement capables d'expliquer la consommation. Une fois qu'on a fait cela, à travers des outils de système d'information géographique, on a fait des cartes où on a cartographié les comportements, donc toujours les comportements que je vous ai présentés. Donc la régulation, l'intensité, la possession de gros équipements et l'intensité d'usage. Alors, sans détailler, les résultats qu'on a obtenus sont très intéressants parce que vous voyez avec les différentes nuances de couleurs, plus c'est foncé, plus ça veut dire qu'on a, par exemple, des forts comportements de régulation. Et donc, on a pu regarder ces territoires-là exactement de quoi il s'agissait. Est-ce que c'était des villes nouvelles? Est-ce que c'était du bâti ancien? Est-ce que c'était de grands ensembles? Quelle typologie de bâti? Quelle typologie de ménage? Donc, on a pu donner, disons, du corps, donner un visage, donner un territoire à ces indicateurs qui étaient très théoriques jusqu'à ce moment-là. Donc, en gros, à travers ce projet, on a eu la possibilité de produire des cartes qui peuvent être utilisées comme base d'information pour des travaux d'aménagement, pour des outils de planification, où on est capable, on a fait ça pour l'Île-de-France, mais on pourrait faire ça à l'échelle de la France entière, de identifier des zones, des aires géographiques où on a des forts comportements de régulation, des forts taux d'équipement et des fortes intensités d'usage. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être utile dans les politiques publiques, par exemple, et dans les modèles de scénarisation et des prévisions de comportement énergétique. Alors là, si je reviens sur les objectifs du projet, et avec ça, je vais conclure.
On avait comme objectif celui d'obtenir une meilleure connaissance des consommations énergétiques au départ. Donc, le résultat de toutes ces années de travail sur ces projets, c'est que le rôle des comportements est très important. Les comportements varient selon le type de personne, selon qu'il y ait une famille, une personne seule, un couple avec des enfants, donc selon l'âge de ces personnes-là. Donc, le comportement, il n'est pas fixe, il est pour toute une vie. Donc, étudier les comportements est très pertinent dans le cadre de transition énergétique. On voulait modéliser la consommation énergétique à travers une approche statistique. On a vu que le modèle marchait bien, qu'il fonctionnait, mais qu'il avait aussi des limites. Et c'est pour ça, parce qu'il restait très théorique et très abstrait, et c'est pour ça qu'on a bien voulu produire de la cartographie pour regarder vraiment qu'est-ce que ça signifie sur le terrain. Après, il y avait tout un volet dont j'ai pas parlé parce que ce modèle que nous on a produit, il a été intégré au sein d'autres modèles de prédiction d'émissions de gaz à effet de serre et microclimat urbain. Et donc, le fait, au final, d'avoir pu spatialiser les informations, ça fait que cet outil peut être mis au service des acteurs de l'aménagement. Donc, pour conclure, si je reviens sur mes toutes premières considérations, dans la transition énergétique, ce qui nous attend, c'est de mettre en œuvre un changement de paradigme. D'une part, sur l'importance de la nature en ville, et de l'autre part, sur la possibilité de travailler sur les comportements. Ces comportements-là, pour être intégrés dans des scénarios, ils doivent être modélisés. On a besoin de les modéliser. Donc nous, on a essayé de répondre avec ce projet, on a commencé à répondre à cette question de comment est-ce qu'on modélise des comportements sociaux. Donc, ce qui signifie évidemment comprendre aussi comment est-ce que ces outils vont pouvoir s'intégrer dans les outils d'aménagement aux différentes échelles. Ça ouvre toute une série de questions sur la modélisation numérique pour les questions environnementales et énergétiques. Et voilà, sur ça, je pense que je vais conclure.